Mes chers compatriotes, demain, 4 avril 2018, nous célébrons le 58e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le 4 avril, moment solennel de communion et d'introspection, nous rassemble en tant que nation unie par l'histoire et un destin commun. Il nous rappelle le souvenir de générations qui, avant nous, n'ont connu que les souffrances de la domination coloniale. Le 4 avril est aussi un exercice de mémoire, en hommage à nos héros et héroïnes, célèbres ou anonymes, qui ont payé de leur personne la résistance à la colonisation. Cette fête est enfin celle de la liberté, de l'armée et de la jeunesse. Elle nous exhorte à transcender le passif du passé et exalte notre détermination à édifier une nation prospère pour conforter notre destin de peuple libre. À toutes et à tous, mes chers compatriotes, j'adresse mes chaleureuses félicitations. Je salue avec respect et affection nos anciens combattants. Merci, chers anciens combattants, pour votre contribution à la défense du monde libre et à la réalisation du droit de notre peuple à disposer de lui-même. Le souvenir de vos sacrifices restera immortel dans notre mémoire collective. Ce soir, j'ai une pensée particulière pour tous les membres des forces de défense et de sécurité tombés sur le chemin du devoir, dont les victimes du crash d'hélicoptère le 14 mars dernier à Missirah. Aux braves citoyens qui ont apporté les premiers secours dans un acte d'humanité héroïque, je redis la reconnaissance de la nation. Pour magnifier leur bel exemple de civisme, j'ai décidé de les honorer d'une distinction nationale et de les convier comme invités d'honneur au défilé de cette année. À vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, je réitère mon soutien et ma confiance. Dans un contexte de menaces exacerbées, nous sommes fiers que nos forces de défense et de sécurité restent mobilisées avec un courage et un dévouement patriotique au service de la nation, de l'Afrique et de la communauté internationale. Voilà pourquoi je me réjouis que le thème du défilé de cette année porte sur la contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la sécurité internationale. En effet, au soutien de notre diplomatie de paix, notre pays est aujourd'hui le premier contributeur de troupes de la CEDEAO et le 7e des Nations Unies, avec près de 4000 soldats, hommes et femmes, aujourd'hui déployés dans 6 théâtres d'opération. Dans l'accomplissement de leurs missions internes ou étrangères, nos djambars continuent de faire honneur à l'idéal armée-nation et à leur devise « On nous tue, on ne nous déshonore pas ». Comme je l'ai indiqué à la cérémonie de baptême du patrouilleur Fouladou, je poursuivrai les efforts d'équipement et d'amélioration des conditions d'existence de nos forces de défense et de sécurité, afin qu'elles soient toujours prêtes à l'appel du devoir. Quant à vous, jeunes du Sénégal, je suis sûr que vous marquerez encore de votre vitalité créative la fête de demain, alors que nos lions, partie intégrante de notre jeunesse, sont sur le chemin de Russie 2018. Chers lions, portez haut les couleurs nationales dans la combativité et le fair play. Nos vœux et prières vous accompagnent. Je vous renouvelle tout mon soutien. Ce soir, j'ai aussi le plaisir d'annoncer que la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes
doté d'un fonds initial de 30 milliards, entre dans sa phase active. L'ADER a été créée pour soutenir les initiatives d'entrepreneuriat et d'auto-emploi des jeunes et des femmes, en répondant aux exigences de transparence, de diligence et d'efficacité. À chaque talent, à chaque projet viable, l'État veut donner une chance de succès. Ainsi, dans sa phase pilote, l'ADER financera le secteur de la pêche à hauteur de 2 milliards et suivant les conclusions du premier forum du numérique, 1 milliard sera alloué aux jeunes promoteurs de start-up dont les multiples applications ouvrent de nouvelles activités génératrices de revenus. Enfin, en partenariat avec une association de femmes investisseuses, l'ADER mobilisera 500 millions en appui à des projets spécifiques aux femmes. Ces efforts de création d'activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et des femmes s'ajoutent à ceux déjà engagés avec la phase pilote du projet formation, école, entreprise que j'ai lancé le 6 mars dernier. Grâce à une mobilisation plus accrue de l'entreprise, c'est finalement 25 000 jeunes au lieu des 10 000 initialement prévus que nous préparons sur une période de 3 ans à intégrer le marché du travail. Je salue la participation citoyenne du secteur privé à ce partenariat novateur que l'État soutient par des allocations mensuelles versées aux apprenants, en plus de la prise en charge intégrale des frais de formation. En cette année que j'ai voulu sociale, le gouvernement vient aussi de consentir d'importants efforts en faveur des enseignants et des médecins. Ainsi en est-il de l'accord conclu avec les professeurs d'université pour la généralisation du système de retraite complémentaire. Dans le même esprit, j'ai décidé de la revalorisation de l'indemnité de logement allouée à tous les enseignants du pays, de 60 000 francs à 85 000 francs CFA, soit une augmentation de 25 000, dont 15 000 payables à compter du 1er octobre 2018 et 10 000 à compter du 1er janvier 2019. De même, le traitement des professeurs et maîtres contractuels sera revalorisé à hauteur de 10 000 francs CFA. Ces efforts, parmi d'autres, traduisent mon engagement ferme et constant en faveur de notre système éducatif à tous les échelons. La communauté éducative reste au cœur de mes préoccupations. Il en est ainsi parce que l'école publique est la seule garante de l'égal accès de tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, à l'éducation et à la formation, donnant la chance à chacun de réaliser son rêve. Le gouvernement assurera le suivi permanent des engagements ainsi consentis. Et je veux faire confiance aux partenaires sociaux pour la reprise des cours et une année scolaire stabilisée. S'agissant du secteur de la santé, l'État a également consenti un important effort portant notamment sur la création d'une indemnité de représentation médicale et le relèvement de l'âge de départ à la retraite de 60 à 65 ans pour les médecins. Le Conseil supérieur de la fonction publique locale étudiera les modalités d'extension de cette mesure aux médecins employés par les collectivités territoriales. Mes chers compatriotes, ces derniers temps, des crimes et rapts abominables ont été commis sur des enfants. Ces actes ignobles constituent une grave offense à nos valeurs et traditions. Je renouvelle ma ferme condamnation de cette barbarie sans nom. Les services de l'État restent mobilisés pour que les auteurs et complices de ces crimes abjects
soient retrouvés et traduits devant la justice. En même temps, le programme de retrait des enfants de la rue se poursuit avec vigueur. Il en est de même des efforts de sécurisation du territoire national. Ainsi, 16 commissariats de police seront construits en 2018-2019, dont 2 à Rufisque et les autres à Hann Mariste, Thiaroye, Keur Massar, Zac Mbao, Parcelles Assainies, Yeumbeul, Diamaguène, Sicap Mbao, Nioro du Rip, Koungheul, Bignona, Vélingara, Kanel et Touba. Le programme de modernisation des moyens opérationnels de la brigade d'intervention polyvalente et de la police technique et scientifique sera renforcé, y compris par l'installation de vidéosurveillance à Dakar et dans la banlieue. 10 nouvelles brigades de gendarmerie seront construites et 3800 élèves officiers et élèves gendarmes recrutés sur 3 ans. Enfin, 20 nouvelles casernes de sapeurs-pompiers seront érigées dans 11 départements pour une meilleure protection de proximité. Mais au-delà de l'action publique qui incombe à l'État, tous ensemble, parents, familles et communautés, nous devons assumer nos propres responsabilités de vigilance et de protection de nos enfants. Mes chers compatriotes, la liberté et l'indépendance que nous célébrons demain ont un prix. Les nations les plus libres et les plus indépendantes sont celles qui construisent leur autonomie et maîtrisent leur destin par leur propre dynamique interne. En héritant d'une indépendance que nos anciens ont revendiquée à leurs risques et périls, nous sommes redevables d'un legs que nous devons transmettre aux générations futures. Notre devoir, c'est de consolider l'indépendance par le développement qui la nourrit et l'entretient. Autrement, elle devient un rêve de liberté plus désincarné que pleinement vécu et assumé. Nous avons par conséquent la responsabilité de léguer aux générations futures un pays libéré du besoin par un effort individuel et collectif sur nous-mêmes. C'est ce qui me motive, avec le gouvernement, à rester dans le temps du travail et de l'action, en écoutant battre tout le cœur du Sénégal, le cœur de nos villes et de nos campagnes, afin de poursuivre sans relâche la réalisation de notre objectif commun. Bâtir un Sénégal uni et prospère, dans la paix, la solidarité, l'équité et la justice sociale. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance, mes chers compatriotes. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre le discours à la nation du président de la République. On peut dire un discours qui a duré 15 minutes. D'habitude, lui, il ne fait jamais de discours très long. Un discours où, tout d'abord, il a rendu hommage à l'armée, en replaçant le rôle que l'armée a joué dans les théâtres d'opération, 4000 soldats déployés sur 6 théâtres d'opération, le rôle que l'armée du Sénégal a joué dans beaucoup de crises pour les dénouer. Puis il a parlé des jeunes, une véritable campagne de charme pour la jeunesse, tout simplement conscient que les dernières statistiques qu'on a eues de l'ANSD parlent de 4 millions de chômeurs. Donc il en a parlé avec le DER, on va revenir tout sur cela. Il a parlé également de l'année sociale qui a été décrétée en 2018, de l'effort qu'il a eu à consentir pour la communauté éducative, les 85 000 comme indemnité de logement
qu'il a augmenté pour les enseignants, on en a parlé, de l'accord qu'il a trouvé avec les professeurs d'université. Il a également parlé des crimes et rapts sur les enfants. L'État va sévir, mais également le programme de retrait des enfants va se poursuivre. Il a parlé de 16 commissariats de police pour renforcer la sécurité. Mais il a également parlé de la nécessité de consolider notre indépendance par le développement, tout simplement. Et vraiment, c'est globalement ce qu'on peut retenir du discours de la nation du président de la République. Maurice, vous êtes séduit par ce discours, rassuré? Je dirais que je suis resté sur ma faim sur certaines questions qui sont quand même importantes, mais il faut dire que le président de la République a tendu à rassurer quelque peu, rassurer par rapport à la sécurité en disant que les moyens de répression et d'encadrement, de prévention également, pour assurer la protection des personnes et des biens vont être renforcés, ce qui est une bonne chose parce que le premier droit, c'est le droit à la sécurité, c'est le principe même fondateur de l'État, l'État comme entreprise de monopolisation de la contrainte physique légitime, donc c'est un aspect essentiel que le président a souligné, surtout par rapport au rapt des enfants, donc par rapport au renforcement des moyens sécuritaires d'une part, et par rapport à la jeunesse aussi, il a cherché à rassurer avec le fonds qui va être mis en place et également par rapport, disons, à l'auto-emploi et autres, et par rapport à l'armée, et des femmes aussi, et surtout par rapport à l'armée, par rapport à certaines menaces liées au terrorisme et autres, pour galvaniser davantage nos forces de défense et de sécurité. Alors, professeur, nous allons parler de l'économie, c'est très important parce qu'il a parlé de beaucoup de solutions par rapport au chômage des jeunes, mais globalement, vous êtes rassuré par ce discours? Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chiffres que le président a avancés. Des milliards. Des milliards et des milliards. Il y a 4 segments, enfin il y a l'armée d'abord. L'armée, la jeunesse. La jeunesse, les femmes et les professeurs. Je crois qu'il y a nos professeurs diront tout à l'heure s'ils sont satisfaits des promesses. En tout cas, je suis entouré par beaucoup de professeurs aujourd'hui. Mais je crois que ce que moi je retiens du discours du président, c'est surtout la question de la sécurité où il a essayé de rassurer parce qu'il a parlé de 16 commissariats qui vont être construits dans plusieurs villes et renforcer les moyens des forces de défense et de sécurité. Et je crois que c'est une bonne chose que, au moins sur ce plan de la sécurité, que le président donne des mesures fortes. Maintenant, pour le reste, franchement, je pense que nous sommes dans une période préélectorale et il y a beaucoup de promesses que moi je mets dans le panier de cette période préélectorale. Alors, Fatou Saoussar, vos impressions sur le discours du président de manière globale? Je crois que c'est comme tous les discours, dans des circonstances pareilles, où c'est des discours pour rassurer les populations, pour galvaniser et pour se projeter dans la solution auxquelles les populations sont confrontées. Mais je pense que, à mon avis, la question aujourd'hui pour moi, après avoir écouté des fois et des fois des discours pour le 4 avril, le 4 avril peut être un moment de faire le point, non pas par rapport à une gouvernance, parce qu'on a dit que ce 4 avril-là, c'est 58 ans après les indépendances du Sénégal. Est-ce que nous ne pouvons pas nous arrêter pour regarder de manière rétrospective, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, en réalité, je suis venue avec un certain nombre de chiffres et d'indicateurs. On se rend compte, l'évolution, elle est là, elle est permanente. Sur un certain nombre d'indicateurs, de 1960 à maintenant, c'est normal, on ne peut pas être sur place. Donc la question pour moi n'est plus de savoir qui a fait quoi, parce qu'on est tous sous le même paradigme d'un modèle économique légué par le colonisateur. Nous n'avons pas réussi à faire les ruptures nécessaires au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture et de la gestion d'une manière globale. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de nous arrêter, de nous projeter vers le futur et de dire voilà les ruptures fondamentales qui nous permettront, nous Sénégalais, d'atteindre tel ou tel objectif que nous nous sommes fixés. Mais sinon, on va rester pour dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Pour moi, la question n'est pas là aujourd'hui. Je crois qu'on est arrivé à... Quel est le choix économique qu'on doit faire?
quand je regarde, je suis venue par exemple, je dis malheureusement, regardez sur quoi on doit se baser pour nous en sortir. L'agriculture, tout le monde le sait. Mais quel est le modèle agricole que nous avons eu jusqu'ici? C'est une agriculture léguée par le modèle colonial, basée sur l'arachide, mais qui n'a jamais été là pour régler les problèmes fondamentaux des Sénégalais. Une agriculture basée sur la pluviométrie. Et nous savons que nous avons perdu un tiers de nos capacités, de nos pluviométries aujourd'hui au Sénégal. Nous avons un sous-sol qui regorge d'eau. Nous avons 5 cours d'eau au niveau du Sénégal. Qu'est-ce qu'on a fait pour dire que c'est l'agriculture irriguée qui nous permettra de nous en sortir et pas l'agriculture sous pluie? Moi, ce sont ces types de questions que je voudrais regarder. L'éducation qu'on nous a léguée, c'était pour former des commis pour l'administration coloniale française, mais pas pour former des acteurs capables de faire les transformations nécessaires pour le Sénégal. Je prendrai l'exemple du Rwanda, qui a eu la chance, avec cette rupture avec le colonisateur traditionnel, de venir dire, moi, sur quoi je vais me baser? Je trouve un pays qui recommence à zéro, ça va être l'agriculture. Et Kagame, en se basant sur l'agriculture, donne la terre aux femmes. Souvent, les gens se trompent en pensant que ce n'est pas une logique féministe qui était à la base, mais c'est une réalité. Il vient dans un pays où 54% sont des femmes, non pas à cause du génocide, mais parce que les hommes avaient fui, parce qu'ils sont passés de 52%, la majorité c'était des femmes, sur qui il doit s'appuyer, sur les véritables acteurs qui amèneront la transformation. C'est la raison pour laquelle il leur a donné la terre. Ce n'est pas pour les beaux yeux des femmes. Je dis, c'est parce qu'il savait où il voulait aller. Il voulait transformer son agriculture. Quels sont les agents transformateurs de cette société? C'était les femmes à l'époque. C'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Donc moi, j'aimerais bien... On va revenir sur ces questions de fond. Qu'on regarde, oui, la trajectoire du Sénégal jusqu'ici. Est-ce que nous devons continuer de la même manière? Parce que nous sommes tous soumis aux institutions de Bretton Woods. C'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qu'on dise DSRP, je ne sais pas, plan d'ajustement structurel, qu'on dise PSE, etc. Nous sommes tous encadrés par ce que ces institutions nous demandent. Moi, j'ai eu à évaluer 12 DSRP des pays de la sous-région. C'est tous le même cadre. Et ils mettent le contenu là-dedans. Donc, est-ce que nous oserons faire ce que Kagame a fait? Est-ce que nous oserons faire ce que le président ghanéen est en train de faire? Très bien. Alors, je pense que ça, c'est une rupture de fond. Je vais revenir sur cette question. C'est plus moi ces questions qui m'importent que d'apporter un jugement sur un discours. Professeur Abdoulaye Dièye, vos impressions, c'est juste un premier tour de table. Après, je pense que Mme Fatou Soussar a touché des problèmes de fond. On va revenir sur ça, sur les ruptures profondes pour qu'on puisse prendre notre destin en main, en disant que l'indépendance, ce n'est pas seulement le défilé du 4 avril, mais c'est tout un truc global, un ensemble. Merci Papa Ali. Donc le constat a été fait également par tout le monde. Hein. C'est un discours qui est relativement court, 15 minutes, mais qui n'a pas abordé tous les aspects, parce qu'on s'attendait peut-être pas, c'est pas possible, parce que c'est simplement un discours du 3 avril, il ne peut pas faire le tour de toutes les questions, mais je m'attendais au moins à ce qu'il aborde la question institutionnelle. Parce que moi, j'ai la conviction que le mal sénégalais a des racines institutionnelles. Donc, c'est un constat que j'ai fait. Il a beaucoup parlé de sécurité, c'est important, c'est très bien. Parce qu'actuellement, avec ce que nous vivons, c'est bon de rassurer les populations. Il a parlé des commissariats qui vont être créés, des casernes de gendarmerie qui vont être créées, etc., des jeunes, etc. Mais vous voyez, rien sur la tension politique actuelle, rien sur la marche de nos institutions. La marche de nos institutions. Ça s'explique peut-être par le fait que c'est un discours du 3 avril et qu'il n'a pas abordé ça, mais je le constate moi personnellement. Mais devait rassurer quand même. Bon, de toute façon, c'est... Voilà. C'est son rôle en tant que garant des institutions. Alors, on va plonger très rapidement sur les questions de fond. Je donne la parole à l'économiste. Il a dit, le président, qu'il faut consolider notre indépendance par le développement. Il l'a clairement dit. D'ailleurs, ce sont ses derniers propos dans son discours. Est-ce qu'aujourd'hui, au plan économique, on peut dire que le Sénégal a opéré une rupture réelle avec le modèle de gouvernance qu'on nous a proposé depuis lors? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire de manière concrète que l'économie du Sénégal est entre les mains des Sénégalais? Alors, merci, Pape Alé. J'ai beaucoup aimé cette phrase « Consolidons notre indépendance par le développement ». Effectivement, l'indépendance politique, c'est un premier pas. Et si on regarde la trajectoire des pays africains depuis les années 60, il n'y a pas de rupture par rapport à l'ancien colonisateur. Parce que tout simplement, les institutions, on nous a mis en place des institutions
qu'on a africanisés. Mais les leviers fondamentaux, les leviers économiques et financiers qui permettent à un pays d'être réellement indépendant et de construire sa souveraineté, ces leviers sont toujours contrôlés par les autres. Si bien que donc, les ruptures, malheureusement, nous sont observés dans pratiquement aucun pays africain. Mais qu'est-ce qui empêche ça? C'est le manque de courage, parce qu'il y a des présidents comme Mme Fatou Sarr, c'était Paul Kagame, qui a assumé le destin de son pays, qui a eu le courage. Aujourd'hui, on voit le président ghanéen adopter pratiquement la même démarche. Alors, c'est un problème de leadership? Il y a un problème de leadership, effectivement. Moi, je pense que, je dis toujours que les anciennes colonies françaises, comme les nôtres, constituent le maillon faible en ce qui concerne l'Afrique. C'est le maillon faible. Parce que le cordon ombilical, malheureusement, n'a pas été coupé. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui. Quand le président parle de construire notre destin de dynamique interne, mais il n'y a pas de dynamique interne. Le PSE, qu'est-ce qui le finance? Ce sont des capitaux étrangers. Aujourd'hui, on constate, je crois que c'est un constat qui est fait par la plupart des économistes, y compris ceux qui sont au sein du pouvoir, le capital étranger contrôle l'essentiel des secteurs de ce pays, des secteurs économiques de ce pays, que ce soit dans les télécommunications, les BTP, l'eau, l'énergie, partout, ce sont des capitaux étrangers qui contrôle. Et le secteur privé national, dont a parlé le président, qui va contribuer à un de ces projets, mais ce secteur privé national est laissé pour compte. Et d'ailleurs, lors du dernier conseil présidentiel sur l'investissement, on a vu le clash qu'il y a eu entre le président Macky Sall et le président Babacar Kama de la CNES, qui parlait au nom du secteur privé sénégalais. Donc même le secteur privé national sénégalais n'est pas pris en compte dans les politiques publiques, a fortiori les autres, les PME, les PMI. Or, notre tissu industriel est composé à pratiquement 97% de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de concurrencer les mastodontes qu'on nous amène ici. Donc, parler de rupture, de consolider notre indépendance par notre propre développement, c'est très bien. Mais encore faudrait-il mettre en place les politiques qui vont dans ce sens-là. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Alors, Maurice, c'est un problème de leadership qu'on a? Oui, certainement, il y a un problème de leadership, mais forcément, puisque c'est le leadership qui doit transformer les contraintes en opportunités créatrices et donc essayer de tirer la société vers le haut. Moi, je vais d'abord commencer par dire qu'il y a d'abord un flou sémantique et théorique par rapport à la notion même d'émergence. On a beaucoup parlé d'émergence, mais en réalité, l'émergence n'est pas un concept économique parce que émerger, c'est sortir la tête de l'eau. Le concept de développement que le président a employé dans son discours me semble être un concept plus pertinent et plus opératoire, puisque le développement va porter sur les différents aspects de l'évolution à la fois qualitative et quantitative qu'une société donc peut connaître. Et je dois dire par rapport à cela aussi qu'il y a une question de leadership, mais surtout au-delà du leadership, cette insuffisance, cette inadéquation, cette imbrication qui n'existe pas entre la recherche et le développement. En principe, on devrait toujours s'appuyer sur notre recherche pour nous projeter, voir quel type de développement nous voulons et quels sont les secteurs porteurs, quelles sont les stratégies à définir par rapport à cela. Malheureusement, cette imbrication n'existe pas. On a une recherche qui est extravertie, qui est faite par rapport aux desiderata, aux besoins et aux objectifs de l'extérieur et qui ne peuvent pas et ne sauraient prendre les intérêts
et les besoins du pays. On a aussi une imposture des mots et des chiffres en économie. J'ai parlé du concept d'émergence qui est un concept flou parce que c'est sortir la tête de l'eau, c'est pas évoluer par rapport au développement. Eh bien, les concepts de taux de croissance et autres également sont complètement inadaptés. Si vous prenez la mesure du chômage, c'est des mesures qui sont également inadaptées parce qu'on a un secteur informel bourgeonnant qui traduit la réalité et les réalités de l'économie et qui n'est pas pris en compte dans les statistiques officielles. Donc toutes ces formes de désarticulation entre l'ordre du théorique et l'ordre de la praxis dans nos sociétés font qu'aujourd'hui il y a véritablement des problèmes dirimants. Également par rapport aux investissements. Investir dans les secteurs les plus pertinents, par exemple le secteur primaire sur l'agriculture qui devrait être transformé, non pas par rapport aux besoins de la métropole à travers la culture commerciale de l'arachide, mais à travers d'autres cultures, notamment pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Regardez, on est à 58 ans de l'indépendance, on en est encore à parler d'autosuffisance alimentaire en riz, qu'on n'arrive pas jusqu'à présent à atteindre, et que l'objectif est repoussé d'une année à une autre. Et bien également créer de la richesse là où il y a de la pauvreté, c'est-à-dire dans le monde rural, pour éviter d'avoir une croissance désincarnée que les populations ont du mal à percevoir dans le panier de la ménagère. Professeur Abdoulaye Dièye, pourquoi le Sénégal a du mal, ou bien tous les autres pays africains, pareil, ont du mal à prendre leur indépendance véritablement au-delà de l'indépendance politique, l'indépendance économique? Au-delà de l'indépendance politique, parce que tout à l'heure, mon collègue parlait de notions qui ne traduisent pas la réalité. On a l'habitude d'entendre au Sénégal dire que le Sénégal ne peut pas se développer sans l'agriculture. Mais qu'est-ce qui a été fait pour développer l'agriculture? Est-ce que c'est cette agriculture-là que nous vivons depuis l'indépendance qui va permettre... On a du mal même à acheter l'arachide dans les mains des paysans. Et pour vous dire que c'est la réalité, regardez le taux de croissance, mais également le taux de pauvreté qui accroît. Ce qui veut simplement dire que on a peut-être raison de dire que sans l'agriculture, on ne va pas se développer, mais c'est certainement pas avec cette agriculture-là. Parce qu'encore une fois, il faut peut-être voir ce qui s'est fait ailleurs pour développer le Sénégal. Mais c'est important de mettre l'accent sur le fait qu'il faut quand même qu'il y ait des leviers sur lesquels s'appuyer pour pouvoir se développer en fonction de vos réalités. Et ça, il faut simplement se rendre à l'évidence. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Combien de fois on a entendu parler de taux de croissance, etc. Moi, je ne suis pas économiste, mais la première fois que j'ai entendu taux de croissance de 5, de 6%, comparé à des pays qui ont des taux de croissance de 1 à 2%, ils sont 1000 fois plus développés, je me dis, mais finalement, ça sert à quoi? Et c'est là où on se rend compte que quand on dit qu'il faut que la croissance soit portée par des secteurs qui touchent l'essentiel de la population, on est obligé de croire que ça c'est une vérité, même si on n'est pas spécialiste. Parce qu'il suffit simplement de se rendre compte et de voir les chiffres pour se rendre compte que ce n'est pas qu'avec un taux de croissance de 9, de 10, de 11% qu'on va se développer. L'Angola est là. Quand on vous dit le taux de croissance de l'Angola, vous dites mais pourtant il y a que beaucoup de pauvres dans les bidonvilles en Angola. Et ça pose problème. Donc il faut, je crois, des politiques qui ne soient pas des politiques extraverties. Il faut travailler sur ces institutions. Il faut faire en sorte que les citoyens y croient et y mettent donc leur force pour développer le pays. Madame Fatou Sow Sarr, sur l'indépendance économique, je pense qu'aujourd'hui, on a remarqué, ça je ne le dis pas, c'est le secteur privé qui le dit toujours, que tout est entre les mains des Français, des Turcs, des Marocains. Au détriment du secteur privé. D'ailleurs, ce qui a expliqué le clash. Et en réponse, le président a dit aux membres du secteur privé, il faut commencer à vous organiser parce qu'on va continuer à ouvrir encore. Alors que tu as un secteur privé qui est très, très, très faible. Voilà. Sur ces orientations, on a parlé de comment nous en sortir. Une question de leadership, mais de leadership partagé. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une adhésion de la population dans la vision du leader. C'est ça qui nous permettra de nous en sortir. Je crois que c'est ce qui arrive dans un certain nombre de pays. Mais en même temps aussi, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas nous en sortir isolément. La balkanisation de l'Afrique est passée par là. Donc, ce n'est que nos chefs d'État doivent avoir une double mission, à la fois au niveau national, mais au niveau africain. Parce que le destin individuel des pays n'a pas d'avenir sans une prise en compte de la nécessité de se regrouper pour faire face au reste. Mais maintenant, quand vous parlez des différents secteurs que nous avons dans nos pays, la croissance, comme on dit, tirée par
par l'extérieur, où devons-nous investir? C'est des choix. C'est-à-dire, est-ce que nous avons le courage de dire nous allons vivre selon nos moyens, avec telle possibilité et sur tel horizon temporel? Voilà ce que nous pouvons faire. Parce que dire qu'on est obligé de s'ouvrir, je suis désolée, le Brexit est là pour nous dire que quand la Grande-Bretagne s'est rendu compte que ses intérêts sont en jeu, elle a choisi une autre voie. Les États-Unis sont en train de fermer leurs frontières. Donc, on n'a jamais vu d'ailleurs aucun pays ne s'est développé, l'économiste est là pour nous le dire, en ouvrant ses frontières de manière systématique. Il y a toujours le protectionnisme, c'est ce que l'histoire économique nous enseigne, jusqu'à un certain niveau de force et de capacité pour pouvoir s'offrir au reste. Donc nous ne pouvons pas ouvrir toutes nos frontières à tout venant. Et tout ce qui est en train de se passer sur le secteur qui utilise près de 70% de la population, qui est le secteur rural, et qu'on puisse brader le premier capital dont disposent ces personnes-là. Donc qu'est-ce qu'ils vont devenir être? Est-ce que ça va être des êtres errants sur un territoire qui ne domine pas? C'est pourquoi je dis qu'il y a des questions de fond, mais pour qu'un leader, un chef d'État puisse le faire, il faut une concertation nationale et qu'on accepte que c'est ça les choix. Moi, je ne crois pas à ces ping-pong de dire oui, tel président a été meilleur que l'autre. C'est pas vrai. Ils ont tous été soumis aux institutions de Bretton Woods. C'est ça la vérité. Et ceux qui viendront aussi feront cela. Si nous n'assumons pas les ruptures, quel que soit le président qui viendra, il est obligé de rester sur les orientations de la Banque mondiale et du FMI. Donc, qu'on ne se lève pas, évidemment, quand Cheikh Anta Diop le disait, un peuple à majorité d'analphabètes, c'est très difficile de dire les choses. Il faut que nous puissions accepter d'avoir un moratoire sur peut-être des élections. Moi, je ne crois pas aux alternances mécaniques, par exemple. C'est-à-dire, on se remplace tous les 2 ans, mais ça, je ne le dis pas par rapport aux élections, je le dis en l'observant dans les organisations. Je dis, mais voilà, toute organisation sociale a besoin d'un type de leadership sur une durée donnée. Ce que Kagame a fait dans son pays, j'avais fait en 2011 un article pour dire Kagame, consultant auprès des autres chefs d'État, le jour où il a terminé son processus. Parce que je connais très bien ce pays. Je l'ai connu avant le génocide. J'ai travaillé pour la première politique genre du Rwanda avec Ngone Diop qui est à la CIA. C'est des Sénégalais qui ont fait ce boulot-là. Donc nous avons vu comment ce pays a avancé. Mais le paradoxe aussi, Fatou, c'est surtout ça. On a des personnes qui sont très brillantes, mais leurs capacités, leurs trucs ne sont pas utilisés par nos chefs parce que c'est l'esprit partisan. Il faut être dans mon parti pour servir le pays. Bon, or, on peut... Non, c'est ça la vérité. Voilà, je disais que ce qui m'a frappé dans mon cheminement avec le Rwanda, c'est en 2003 qu'avec Ngone, on a fait la première stratégie politique genre du Rwanda. Et les Rwandais nous disaient, de toute façon, ça ne marchera pas, nous ne croyons pas à ça. Et quand il va partir, je dirais, il restera le temps d'une génération et vous allez voir, vous allez oublier, comme ça a été le cas de la Tunisie. Mais quand j'arrivais, le chauffeur du PRUD, qui avait son CEP, après il a son BFM. L'assistante qui avait son baccalauréat, après avait son master. Parce que là-bas, les cours se déroulent à l'université jusqu'à 21h. Parce que là-bas, il y a une sécurité totale. Donc, les conditions sont réunies pour que les gens se mettent à apprendre et à se former. Les gens n'ont pas le temps d'aller faire de la délinquance, d'aller faire autre chose. Kagame, quand il voyage, quand il sort dans son pays, à Kigali, c'est juste la voiture de sécurité et l'ambulance. Et lui au milieu. C'est avec son gyrophare qu'on se rend compte que c'est lui qui est en train de passer parce qu'il dit immobiliser la circulation, c'est un coût, c'est de l'argent. Donc voilà une personne qui est venu avec une vision. Il a eu le temps peut-être de le mûrir quand il était dans la guérilla, mais qui savait où il allait avec son pays. Mais il donne le modèle, parce qu'il est modeste dans sa façon de se comporter. Et il peut remplacer dans son système, chaque année, il les met ensemble, l'ensemble du staff, et chaque ministre est obligé de dire, et il leur dit, ça, un ambassadeur avec qui je voyageais pour aller sur Kinshasa, il revenait de cette réunion-là, n'ouvrez pas vos ordinateurs que vos collaborateurs vous ont préparés. Je vous avais donné une feuille de route. Vous devez être capable de me dire qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, pourquoi. Donc il fait l'évaluation systématique de ses ministres et sur la base de ces évaluations, ils sont chassés ou ils sont maintenus. Donc quand on parle de gestion axée sur les résultats, voilà un modèle sur lequel politique et économique sur lequel cet individu-là est en train de travailler. Il a appris aux gens que vous devez être interchangeables, connaître vos dossiers au jour le jour. Donc, c'est des visions mûries. À mon avis, maintenant, si la plupart de nos pays, que ce soit le Sénégal, le Mali, tous les pays qui nous environnent, il nous faut nous comparer
avec ces pays-là aussi pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et notre principal problème, comme il l'a dit, c'est la non-rupture avec l'ancien colonisateur qui est aujourd'hui en train de nous traîner. Et pendant ce temps, notre classe politique qui est en train de se battre, au lieu de se battre dans la construction d'une vision sur le long terme pour le Sénégal, on se bat pour remplacer quelqu'un, mais pour faire quoi? Pour refaire la même chose. C'est pourquoi je dis, plutôt que de m'appesantir sur un discours qui ressemble à tous les discours qui sont passés du point de vue des principes, moi j'aurais préféré qu'on regarde de 1960 à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, où se qu'est-ce qu'on a proposé réellement au les différents problèmes, et on peut en sortir des offres de réflexion. Alors, professeur, moi j'ai un problème. Quand on parle d'un taux de croissance de 7%, mais le paradoxe, c'est au même moment, quand on parle de ce taux de croissance, on parle de taux de pauvreté qui augmente. Est-ce que c'est juste parce qu'on nous donne ce taux de croissance à partir des indicateurs que les institutions de Bretton Woods nous demandent et qu'on leur donne réellement, mais ça ne se traduit pas dans la réalité? Pourquoi? Bon, qu'est-ce qu'il explique? Bon, il y a plusieurs facteurs. Non, la pauvreté n'a pas augmenté. La pauvreté a augmenté. C'est la perception de la pauvreté qui a augmenté. Non, même les chiffres qu'ils ont sortis. Les chiffres ont augmenté. Entre 2011 et 2016, oui, la pauvreté est passée de 6,3 millions à 6,8 millions. Ah oui, la pauvreté absolue, oui. Mais la pauvreté relative diminue par rapport au nombre de populations. Ont basculé dans la pauvreté. Oui, oui, ça c'est clair. Et dans le monde rural, c'est 2 personnes sur 3 qui sont dans la pauvreté. Alors, vous parlez de l'importance de l'agriculture. Mais aujourd'hui, l'agriculture fait face à l'accaparement du foncier. Mais le pourcentage de pauvres au Sénégal diminue, même si le nombre absolu de pauvres augmente. Mais le pourcentage diminue. Non, le pourcentage est à peu près de 47%. Oui, c'est 47%. Bon, 47%, c'est à peu près la moitié. On est passé de 65 à 47%. Oui. Bon, ensuite, avec les statistiques, parfois, il faut toujours faire attention. Alors, revenons aux 7%. Le ministre de l'économie et des finances est passé de 6 à 7%. Et il y a quelques semaines, même des économistes proches du régime ont remis en cause ce chiffre. Je pense notamment au professeur Kassé, que je salue au passage, que je respecte beaucoup, et des membres du secteur privé ont dit mais c'est 7% ou c'est 6%, mais on ne les sent pas. D'abord, au niveau de l'emploi. On a parlé de 4 millions, selon les chiffres de l'ANSD, chômage. Oui, mais le chômage, même c'est plus. Parce qu'entre les chiffres qu'ils donnent et la réalité, il y a toujours un gap. Il y a un gap. Parce qu'ils essaient de maquiller la réalité pour dire oui, on fait des efforts, ça marche. Mais dans la réalité, quand vous regardez comment ils définissent le chômage, enfin, les gens qui sont employés, c'est des personnes actives. C'est-à-dire le jeune qui vend des journaux au coin de la rue, il est actif, donc il n'est pas chômeur. La femme qui vend des cacahuètes au coin de la rue, elle est active, donc elle ne chôme pas, et ainsi de suite. Mais si on met toutes ces personnes, on les prend en compte, on voit que le taux de chômage est très élevé. Alors, les 7% qu'ils disent avoir atteint, mais au niveau des populations, ça ne se sent pas. Parce que l'emploi, bien sûr, n'est pas là. Les conditions de vie des populations ne s'améliorent pas. Moi, je viens du Fouta. Je suis du Fouta. Je suis revenu il y a juste une semaine. Mais partout, c'est la disette. Et la FAO avait tiré la sonnette d'alarme en 2016, disant qu'il y a près d'1 million de personnes dans certaines régions du pays qui sont menacées par la faim. 1 million de personnes, quand même. C'est beaucoup. Et donc, ils confondent croissance et développement. Or, la croissance, aujourd'hui, quand on voit quelle est la composition de cette croissance, le directeur de l'agence, non, de la direction de la statistique et des études économiques dit que l'agriculture a contribué à cette croissance, mais essentiellement, près de la moitié de cette croissance est portée par les services. La Sonatel, le secteur tertiaire. Voilà. Or, quelle est la structure du capital
dans ces services? C'est le capital étranger. Donc s'il y a production de plus-value, c'est le capital étranger qui l'empoche. Donc cette croissance de 7%, une bonne partie sort, va à l'extérieur. Et les Sénégalais n'en bénéficient pas. C'est ça que le gouvernement refuse ou essaie en tout cas de masquer. Parce que comme on l'a dit tantôt, l'essentiel des secteurs économiques du pays sont contrôlés par le capital étranger. Et donc s'il y a croissance, c'est ce capital étranger qui en bénéficie en premier. Et c'est ce qui explique donc qu'on parle beaucoup de croissance et dans le même temps, la situation économique, y compris dans Dakar, hein, on voit comment certaines familles ont peut-être un repas décent par jour, a fortiori dans le monde rural. Donc croissance qu'on brandit comme un trophée de guerre, mais on ne parle jamais d'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est pourquoi des économistes proches du régime, comme je l'ai dit, et des membres du secteur privé se demandent quelle est la réalité de cette croissance. C'est très important. Nous allons parler des institutions, parce que aussi c'est un problème qui est réel. Je m'adresse à professeur Abdoulaye Dièye, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Aujourd'hui, 2012, 2018, concrètement, est-ce qu'on peut dire qu'on a une amélioration dans la qualité du fonctionnement de nos institutions, ou les ruptures qu'on a prônées entre 2011 et 2012 à travers les assises nationales, à travers d'autres réflexions, à travers le plan Yoonu Yokkute et tout cela, est-ce que vous pensez qu'on a réellement fait quelque chose pour ces institutions, ou bien c'est encore le malheur pour le Sénégal? Je crois que, tout à l'heure je le disais, hein, parce que pour moi, le mal sénégalais a des racines institutionnelles. Ce qui a changé chez moi, c'est la conviction que ce ne sera pas facile de nous défaire de ce mal-là. Pourquoi? Vous voyez? Vous êtes fataliste, hein? Oui, absolument. Ça, je le dis, je le confesse. Hein. Je le confesse parce que je me fonde sur 3 choses. La première chose, c'est le constat que j'ai fait d'une reproduction insidieuse des systèmes de gouvernance. Donc, en dépit des alternances qui surviennent. Donc, malgré le fait qu'il y a alternance, on se rend compte que si peut-être au début, il y a des espoirs de rupture, mais à la fin, on se rend compte que c'est comme qui dirait la reproduction des systèmes antérieurs. Ça, c'est dû à quoi? Voilà. Mais parce que par la présence de ce que j'appelle des politiciens professionnels. Comme dit Fatou Sarr. C'est des gens qui croient. Hein? Je vous assure. Hein, ça, c'est vraiment le constat, quoi. C'est des gens qui croient qu'ils ne peuvent être et qu'ils ne doivent être qu'au niveau du pouvoir, qu'à côté donc, du... Il n'y a pas une vie après le pouvoir pour Absolument. Et ça, voilà pourquoi il y a cette transhumance qui est encouragée. La transhumance directe ou bien la transhumance indirecte. Contournement. La transhumance directe, on l'a également vécu. Quand vous quittez votre parti, vous intégrez le parti au pouvoir. Donc, avec parfois des explications aussi alambiquées les unes des autres. La transhumance indirecte, c'est ce qu'on voit également ces temps-ci. On sort du parti qui a perdu les élections, on crée son mouvement et on intègre la mouvance présidentielle. Ce qui pour moi est une aberration. Parce que si vous êtes attiré par ce que le président fait, pourquoi ne pas intégrer son parti? Mais donc, ça c'est des choses, ça c'est des éléments qui favorisent la reproduction donc, des systèmes antérieurs. Regardez simplement, tout ça montre quoi? Qu'il n'y a pas un renouvellement de la classe politique au Sénégal. Mais est-ce que ce n'est pas l'hypertrophie du pouvoir du président qui fait que ça inhibe pratiquement toutes les autres institutions? On y revient, j'y reviendrai sur ça. Mais ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est cette logique éminemment politique qui est pratiquement partagée par tout ce que nous avons connu comme dirigeants jusqu'à présent. C'est cette logique-là qui fait qu'on ne s'accommode plus de certains principes, de certaines valeurs, hein, le respect des règles, la parole donnée, etc. Donc, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui est important? C'est simplement cette logique politique. Et cette logique politique, d'ailleurs, qui explique beaucoup de mots. On cherche toujours à se renforcer au détriment du renforcement de la démocratie, mais également d'une vie institutionnelle harmonieuse. Donc ça, c'est important. Dernier élément de mon analyse, donc qui fonde ce que vous appelez tout à l'heure mon découragement, c'est l'attitude des populations. C'est-à-dire, moi, parfois j'ai du mal à comprendre nos populations. C'est-à-dire, si vous prenez 10 personnes,
les 9 vont vous dire nous on est fatigués, etc., etc. Mais pourtant, ces populations votent pour le parti au pouvoir. Ces populations sont mobilisées, parfois pour des miettes, etc. Mais ça montre quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas encore cette conscience citoyenne qui va peut-être vous permettre de dire un jour qu'on peut espérer que la population impose le changement. Donc vous voyez, ça c'est des éléments vraiment qui découlent d'une analyse objective et qui créent ce découragement-là chez moi. La conviction que pour changer les institutions, pour qu'il y ait des ruptures, il faut qu'il y ait un changement de paradigme. Et ça, c'est important pour moi. Ce que vous disiez tout à l'heure, là, par rapport aux institutions, regardez simplement le constat qui a été fait par les assises. Regardez simplement l'état des lieux, parce que les assises, c'était deux choses. L'état des lieux, après les orientations. Regardez, et vous allez pouvoir me dire, est-ce que ça a changé? Le fait de mettre l'accent sur le déséquilibre entre les institutions, entre les pouvoirs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a changement? Le fait de mettre l'accent sur la faible indépendance des corps de contrôle. Mais également, tout à l'heure, on parle de ce leadership-là, de ce leadership-là qui est aliéné par l'interférence du pouvoir religieux. Est-ce que c'est des choses qui ont changé? Non. Aujourd'hui, comme hier, il y a encore cette hypertrophie de la fonction présidentielle au détriment des autres pouvoirs, le législatif, le judiciaire. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on décrit? On décrit le fait que les corps de contrôle sont là, mais ces corps de contrôle n'ont pas cette indépendance qui leur permettrait, par exemple, d'imposer la transparence, avec un régime juridique qui ne favorise pas ça. Parce qu'en réalité, c'est ça. On a beaucoup parlé de l'IGE, etc. Mais il faut savoir que c'est les textes qui prévoient ça. Qu'il n'y a que le président qui peut envoyer en mission les membres de l'inspection générale d'État et que qui reçoit leur absolument que le président de la République et que c'est lui le destinataire, encore une fois, des rapports. Ça, peut en faire un bras armé. Hein? Absolument. Donc ça, c'est des... Voilà pourquoi je dis... Ça, c'est le régime juridique, encore une fois. On a parfois tendance à croire que non, mais c'est ça qui existe. Et il faut changer ça. Et les assises avaient proposé qu'on change ça. La CNRI a proposé qu'on change ça. Par rapport au Parlement, qui est relativement faible. Ça, quand même, tout le monde sait que... Il suffit simplement de regarder cette nouvelle fonction qui a été attribuée au Parlement, l'évaluation des politiques publiques. Qu'est-ce qui a été fait depuis lors, depuis qu'on a voté? C'est vous dire simplement qu'on a mis en place quelque chose, tout en sachant qu'il n'existe pas le dispositif pour mettre en œuvre cette nouvelle fonction. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas ces parlementaires-là qui peuvent honnêtement évaluer des politiques publiques. On a vu ce qui se passe ailleurs. Donc, je ne parle pas maintenant de l'indépendance de la justice. Jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de cette indépendance qui pose problème, l'indépendance de la justice. Donc, vous voyez, finalement, qu'est-ce qui a changé depuis lors? Et je ne suis pas surpris que le président n'en ait pas parlé. Peut-être que c'est à cause simplement de ce statu quo qu'on note du point de vue du fonctionnement des institutions. Mais quel est le problème de notre classe politique à ce niveau? Quand ils sont, les hommes politiques, quand ils sont à l'extérieur, hein, ils découvrent l'ensemble des tares du système. Oui. Mais une fois à l'intérieur, ils s'en accommodent, usent, en abusent même. Oui, je pense que il y a une contradiction de principe dans le fonctionnement du système politique sénégalais, c'est-à-dire que la construction hégémonique du pouvoir personnel contredit et nourrit tout à la fois le processus de démocratisation. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons un système, la structure même du pouvoir telle que nous l'avons héritée au sortir de la crise du 17 décembre 1962 entre Senghor et Mamadou Dia, était fondée sur un président, sur la concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République. Et donc cette réalité consubstantielle au fonctionnement du système politique sénégalais n'a pas changé depuis. Maître Abdoulaye Wade, quand il est arrivé en 2001, avec la constitution du 22 janvier de la même année, il s'est taillé une constitution sur mesure, en exacerbant même les pouvoirs du président de la République. Et le président Macky Sall également n'a pas fondamentalement changé la donne. Sinon, aujourd'hui encore, on n'en serait pas là à parler d'indépendance de la justice, à parler de respect de droit, à parler de respect des libertés, à parler de droits de l'opposition et des opposants qui sont piétinés. Je pense qu'en réalité, on est dans un système où la fonction présidentielle est en quelque sorte une manière d'endiguer, de contrôler le pouvoir, mais que ce contrôle du pouvoir a besoin parfois de certaines réformes de libéralisation politique. Mais ces réformes de libéralisation politique ne contredisent pas fondamentalement le fonctionnement
du système qui reste un fonctionnement basé sur l'autoritarisme d'une part et sur les pratiques néopatrimoniales d'autre part, c'est-à-dire sur le clientélisme. Je parlais de contradiction de principe entre autoritarisme et démocratie. Vous savez certainement que les institutions sont un système d'opportunités et de contraintes. Les institutions doivent certes servir à définir des stratégies pour les acteurs politiques, mais les institutions doivent aussi sécréter des obligations de comportement qui s'imposent à ces mêmes acteurs. Donc c'est dans la tension permanente et constante, dans cet équilibre entre système institutionnel comme opportunité et système institutionnel comme contrainte, que les institutions se stabilisent. Malheureusement, quand il y a quelqu'un qui arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans une logique de briser systématiquement toutes les formes de contre-pouvoir qui puissent exister, que ce soit le pouvoir médiatique, que ce soit même le pouvoir religieux parfois. Il y a des stratégies pour le dompter, pour le contrôler. Le pouvoir médiatique, j'en parlais, également l'opposition et tous les contre-pouvoirs, l'Assemblée nationale, la justice. On en parle beaucoup ces derniers temps d'indépendance de la justice. Mais toutes ces questions-là sont liées, à mon sens, à cette hypertrophie de la fonction présidentielle et que malheureusement, le président qui arrive pour ne pas scier la branche sur laquelle il est assis ne veut pas procéder à des réformes. On a parlé des assises nationales. Aujourd'hui, ceux qui ont été les principaux initiateurs, le PS et l'AFP par exemple, qui jouissent des délices du pouvoir, aujourd'hui n'en parlent plus. Vous prenez également le président Sall qui a signé les assises nationales. Lui également, on a vu que voilà, on en est aujourd'hui à constater les mêmes problèmes. Donc ça veut dire que fondamentalement, aucune réforme sérieuse n'a été faite. On a mis en place la Commission nationale de réforme des institutions. Là également, qu'est-ce qui a été fait? On est dans une logique où on a comme l'impression qu'à chaque fois qu'un président de la République arrive, il dissout les institutions qu'il ne contrôle pas. C'est le cas. Lorsqu'Abdoulaye Wade est arrivé, il a pris comme prétexte le changement de la Constitution pour provoquer la dissolution de l'Assemblée nationale qui était contrôlée par les socialistes, dissolution du Sénat ensuite, des collectivités locales pour s'imposer avec ce risque qu'à chaque fois, il a supprimé le Sénat qui l'a fait revenir, supprimé le Conseil économique et social qui revient sous la forme du CRAES, Conseil pour le Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales. Il revient ensuite recréer le Conseil économique et social qu'il avait pourtant supprimé, le président Sall qui vient, qui supprime le Sénat, ensuite qui dissout le Conseil économique et social parce qu'il avait besoin lui aussi de placer ses hommes et il ajoute l'épithète Conseil économique, social et environnemental. Un autre président qui crée le Haut Conseil des collectivités territoriales qui est censé apporter des avis et des vœux, vous imaginez, des avis et des vœux sur la politique de décentralisation. Après, un autre président qui va arriver, il va dissoudre les institutions qui ne l'arrangent pas et il va créer les institutions qui l'arrangent selon son bon plaisir et son bon désir. Et c'est seul, il faut que cela cesse. Et malheureusement, le référendum de 2016 a été en ce sens une occasion ratée. Là, ça, c'est le premier élément sur les institutions. L'autre élément, c'est la routinisation des règles de la compétition politique. On en est à chaque fois à discuter sur les règles du jeu. Or, les règles du jeu doivent être suffisamment stabilisées, suffisamment claires, suffisamment acceptées par l'ensemble des acteurs intéressés pour qu'on puisse évoluer vers des questions de fond, c'est-à-dire la confrontation des projets et des programmes. Madame Fatou Sow Sarr, on est dans un cercle vicieux avec la classe politique sénégalaise. Hein? Oui, c'est parce que nous avons des institutions qui sont importées. Les modèles de gouvernance qui sont totalement en porte-à-faux avec le substrat socioculturel dans lequel ils s'exercent. Ça, c'est notre sociologue qui parle. Hein? Notre système de gouvernance était basé sur un code d'honneur qui est remplacé par ce qu'on appelle aujourd'hui la Constitution. Et ceux qui gouvernaient étaient préparés à cette fonction-là avec des règles validées par la société. Quand Lat Dior a préféré mourir plutôt que de capituler, ça renvoie à des valeurs qui sous-tendent ce modèle de gouvernance-là. Aujourd'hui, nous n'avons aucune valeur qui sous-tend nos modèles de gouvernance. Nous avons pris des constitutions héritées de la France, nous essayons de les appliquer. Et maintenant, dans ce que Pareto appelle la circulation des élites, celles qui poussent n'ont pas eu le temps d'être préparées. Et en arrivant au pouvoir, d'abord on a eu les coups d'État militaires, maintenant c'est les coups d'État des codes électoraux, parce que c'est des formes de coups d'État aussi. En fait, la manipulation
des codes électoraux, pour moi, c'est aussi des coups d'État équivalents. Plus subtil. Plus subtil, absolument. C'est des coups d'État, mais c'est plus subtil. Donc, la question que nous avons, n'importe qui ne doit pas gouverner. C'est-à-dire, gouverner dans notre système socioculturel, c'était renoncer à soi pour les autres. Or, nous arrivons à avoir l'arrivée au pouvoir de personnes qui ne sont intéressées que par la boulimie de l'accumulation. Parce que dans notre système traditionnel, il avait ses défauts. Parce qu'on vous disait, la chose qui vous permettait d'être à cette position, c'est le sang, c'est la noblesse. Et ça n'a pas de prix. Ça ne peut pas être acheté ni par l'argent, ni pour autre chose. Et à partir de ce moment-là, le comportement de nos anciens dignitaires, je parle d'avant la colonisation, parce que dans ces périodes-là, celui qui était à la tête, dañuy wax dans notre culture, nit ki doy na njiit wala mat na njiit. Or ici, les différents programmes, les gens ne s'occupent pas des programmes, c'est pas leur problème. Parce que c'était l'individu lui-même qui était un programme, de par son éducation, de par son cursus et de par son histoire. Et on savait que c'est quelqu'un qui était capable de tout pour le sacrifice ultime pour son peuple. Or aujourd'hui, c'est le bien-être individuel du groupe. Et je me souviens, j'avais écrit en 1999, comme ça on ne me soupçonnera pas de quoi que ce soit. J'avais fait un article qui s'appelait « De l'esprit tribal et clanique à la République, les trajectoires inachevées des Sénégalais ». Et les gens me disaient, il ne faut plus que tu nous parles que tu nous ramènes à des questions de clan, à des questions tribales. Mais c'est réel en ce moment. Oui, mais c'est en 1999 que j'ai publié ça avec Mamles Camara à l'époque. Parce que nous voyons venir ce qui était en train de se passer. Mais les gens ont peur des mots, ont peur d'un certain nombre de concepts. Or, nous avons besoin de nous asseoir et d'inventer notre modèle de gouvernance qui sera en rupture avec celui que le colonisateur nous a laissé. Parce que le modèle du colonisateur, il est bon dans son système à lui. Il est bon dans son espace social à lui parce qu'il est fondé sur des valeurs de la République que ces gens-là connaissent. Mais nous ne connaissons pas les valeurs de la République. Nous sommes aux antipodes des questions de la République. Quand vous allez venir, vous allez amener votre cousin, votre neveu, etc. Et on vous dira, ah, nit bu baax ñu mbokk yi ñoo ko wax. Alors nous sommes là dans ce dilemme face à deux rationalités totalement différentes. Et ces modèles institutionnels que nous avons aujourd'hui ne fonctionnera pas. Maintenant, sauf si une évolution de la société amènera à une maturation qui permettra une révolution. Quand je dis révolution, il ne faut pas avoir peur du mot, c'est pas forcément... Mais ce qui est extraordinaire, on a connu Senghor, Diouf, c'est vrai, on n'est pas arrivé à un niveau de patrimonialisation du pouvoir de telle sorte. Mais aujourd'hui, on est dans cette dérive. Oui, on n'est pas arrivé. Attention, il faut faire attention et recommencer. Est-ce qu'on était forcé? C'est-à-dire que c'est le niveau qui change. Mais de tout temps, ça a été le même principe. C'est-à-dire c'est le niveau et le degré. Degré qui change. C'est le degré qui change. Oui, c'est ce que je dis. On n'est pas arrivé à... Maintenant, au fur et à mesure, nous nous éloignons des principes que le modèle colonial nous avait apportés. Peut-être que les premiers, ils étaient obligés d'essayer de respecter un petit peu. Mais au fur et à mesure, on s'éloigne de tout cela. Et on n'est plus dans nos référentiels traditionnels, on n'est plus dans le référentiel du modèle occidental. Et nous sommes dans une logique qui n'est pas un projet collectif. Parce que le pouvoir politique, c'est un projet collectif. Or, la logique individuelle ou la logique clanique ou la logique tribale, forcément a des limites et arrivera à des moments où il y aura un clash. Quel que soit l'espace dans lequel on va se retrouver. Pensez-vous que les grands projets qu'on a eu à mettre, il a parlé de beaucoup de milliards, sont pertinents pour régler le problème des Sénégalais? Non, mais je pense que d'abord, il y a une chose, tout à l'heure, quand on parlait de la concentration du pouvoir au niveau de la présidence, je constate que les programmes économiques sont définis par le président. Le PSE, c'est Macky Sall. Avant, Abdoulaye Wade avait son programme. Mais si demain, Macky Sall part, peut-être qu'on ne parlera plus de PSE. Il n'y aura pas de quelqu'un d'autre viendra avec son modèle. Donc ça, je crois que c'est une des tares qui explique tous ce surplace qu'on connaît ici. Le président a parlé de beaucoup de programmes. Bon, c'est de bonne guerre. Hein. Nous allons vers une élection présidentielle. Mais le problème, c'est que certains de ces programmes avaient été déjà essayés
en ce qui concerne particulièrement l'emploi des jeunes. Il a parlé, par exemple... J'ai entendu un des conseils, Moubarak Lo, voilà, la primature, dire que c'est une bombe sociale. Exactement. Parlant du taux de chômage qui est inquiet. Exactement. Et ce qui traduisait d'une certaine manière l'impuissance du pouvoir à tacler ce problème. Et samedi, le président était à Pékin pour lancer... la semaine de la jeunesse. La semaine de la jeunesse. Et un programme qu'il a appelé DER, je crois, c'est... Tout à l'heure, il en a parlé pour 30 milliards pour les jeunes, pour lutter, voilà. Pour l'entrepreneuriat rapide. Exactement, l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et pour les jeunes. Pour 30 milliards. Il faut quand même qu'on nous explique c'est quoi l'entrepreneuriat rapide. Voilà, l'entrepreneuriat rapide, je crois que c'est l'enrichissement sans cause très rapide. Ça risque de beaucoup de gens. Franchement, parce que dans cette période très sensible, je ne vois pas comment le gouvernement pourra mettre en œuvre de manière efficace, transparente, ce programme de 30 milliards. Je pense plutôt que c'est un appât pour les électeurs et électrices. Ça, c'est mon opinion. Le président a une autre opinion, certainement. Mais je ne vois pas comment ça peut régler le problème. Parce qu'on a essayé pendant 6 ans plusieurs programmes. En 2013, on a essayé un programme d'emploi des jeunes. Voilà. Et toutes ces institutions qu'on a créées en faveur des jeunes qui n'ont pas marché. En 2016, le Premier ministre parlait de l'année de l'emploi des jeunes. On n'en parle plus parce que c'était un fiasco. Alors, je ne vois pas comment cette DER, d'ici 10 mois, comment elle peut régler des problèmes qui n'ont pas été réglés pendant 6 ans. Ça, je suis très sceptique. Ensuite, vous savez, il y a un problème de ressources. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent d'une crise financière au niveau de l'État. Il y a un problème de moyens. Justement, on parle beaucoup de rebonds, exactement, 1800 milliards. Et il y en a même qui agitent un plan Sako-Loum. Certains, j'ai entendu Mamadou Lamine Diallo de Teki. Oui, qui a écrit une lettre au FMI. Voilà. Pour dire en retour, le FMI regarde très bien le rebond. Là. Voilà. 1 milliard. Donc, il y a un problème aujourd'hui de moyens, parce que la dette extérieure est un sujet de controverse. Vous pensez que le Sénégal est surendetté? Non, peut-être sur les ratios. Parce que les ratios de l'UMOA disent 62% par rapport au pays. Le problème, c'est où le va Sénégal est l'endettement. 63%. Justement, c'est où va l'endettement. Quel est... Les gens parlent de sous le bouquet, sous le bouquet. Hein. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Hein. Oui. On s'endette pour quelle payer. Est l'utilisation, voilà. Quelle est l'utilisation de cet endettement? Quelle est son utilisation? Et surtout qu'actuellement, le service de la dette, quand même, commence à peser sur les finances publiques. Parce que c'est 2 milliards de francs CFA par jour qu'on rembourse actuellement. Plus de 2 milliards. Par jour. Par jour. Par jour. Parce le Sénégal est tenu de rembourser. Il y a 800 milliards de services de la dette qu'il faut rembourser. Et c'est 2 milliards par jour qu'on doit rembourser. Alors c'est pour vous dire que nous sommes dans une situation qui ne favorise pas des dépenses publiques colossales. Et disons qu'il y a un certain scepticisme que moi, je constate entre tous ces programmes qui ont été énoncés par le président et les moyens dont dispose l'État pour pouvoir faire face à toutes ces urgences dont on a parlé. Donc moi, je ne crois pas du tout qu'on soit en mesure de réaliser ces projets, surtout dans 10 mois. Et la question de la bonne gouvernance, parce que ça aussi, c'est une question qui était essentielle en 2011-2012, la réduction des comptes, l'OFNAC. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'un effort a été fait dans ce sens? Un effort, je crois qu'il y a, j'en parlais tout à l'heure, par rapport au fonctionnement du système politique. Et dès l'instant que le président de la République, le président Macky Sall, avait parlé de rupture, je pense qu'il avait bien vu le problème. Mais on se pose la question de savoir s'il a emprunté la voie. Parce que la rupture dont on parlait effectivement, c'était que le président de la République ne devrait pas avoir pour principale ambition, pour principale préoccupation sa réélection. Parce que s'il a comme principal objectif sa réélection, il est le prisonnier
il est l'otage des lobbies, des appareils politiques, des groupes de pression religieux et autres qui vont en quelque sorte exiger de lui qu'il aille dans le sens de leurs intérêts. Et donc le président, pour avoir les coups des francs, je pense, aurait dû s'élever de cette contingence et essayer de travailler exclusivement pour les Sénégalais dans un sens concret où il se départirait de ses fonctions de chef de parti politique. C'est sous cet angle-là que je l'entends. Alors, dans cette perspective, je pense que cela aurait été plus judicieux de le faire et que le meilleur moyen pour le président de la République, finalement, de se faire réélire, c'est de ne pas le chercher. Parce qu'en ne le cherchant pas, il vise un public, un objectif beaucoup plus large, c'est-à-dire un objectif qui dépasse les groupes qui sont organisés autour des partis politiques pour prendre en charge véritablement un éventail beaucoup plus large de la société sénégalaise et des intérêts des Sénégalais. Malheureusement, cette voie-là n'a pas pu être privilégiée en raison de cette obsession du second mandat et qui, en réalité, finit par créer disons, des effets pernicieux qui peut-être peuvent annihiler justement ces stratégies politiques-là. Donc là, on a un premier problème par rapport à la rupture. Il ne peut pas y avoir de rupture si le président est un peu dans une optique de réélection. Deuxième chose, c'est que nous avons aussi, et là j'en reviens à un problème structurel, nous avons un problème de fonctionnement clientéliste du système politique sénégalais. Donc si on est dans un système clientéliste avec cette ambition, voire cette obsession de réélection, il ne peut pas y avoir de bonne gouvernance. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il ne peut pas y avoir de bonne gouvernance parce qu'il faut forcément nourrir ces circuits par la redistribution particulariste pour que le président de la République puisse se faire réélire. Ce n'est pas un hasard de mon point de vue que l'on nous parle d'année sociale comme étant celle de 2018. Ce n'est pas par hasard qu'on nous annonce 30 milliards de fonds pour les jeunes et pour les femmes, c'est-à-dire les groupes cibles qui polarisent l'essentiel de l'électorat à quelques mois de l'élection. Alors, d'une part, on va être dans une logique où les procédures pour être transparentes ne peuvent pas être rapides. On ne peut pas à la fois être dans la célérité et dans la transparence. Il y a un moment où les contrôles, ça prend du temps, il y a certaines exigences. Donc quand on est dans la célérité, forcément, on ne peut pas être dans la transparence. Et donc mettre autant d'argent pour des groupes sociaux vraiment capitaux dans la conquête du pouvoir à quelques mois des élections, c'est suspect. Donc c'est tout cela qui donne à penser que finalement, dans le système actuel marqué par le clientélisme, il ne peut pas y avoir de gouvernance ni sobre ni vertueuse et qu'en réalité, il faut des ruptures et que ces ruptures-là n'ont pas été faites. La crise des valeurs découle de la mauvaise foi des acteurs politiques, bien du manque de contraintes de nos institutions. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette logique éminemment politique. Parce que pour moi, c'est ça qui explique beaucoup de choses. Parce qu'avec cette logique, on essaie par la pratique de faire croire qu'il faut s'engager politiquement pour avoir des responsabilités. Dans un pays qui doit se développer, c'est le mérite, c'est la compétence technique, c'est le rendement qui doivent être les leviers de la promotion. Mais quand il faut voir si vous êtes engagé politiquement, si vous êtes aux côtés du président de la République pour pouvoir avancer, entre guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça pose problème. Et c'est ça qui explique ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on est dans l'opposition, on a des convictions qu'on exprime clairement. Et ça, on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. On va donner des exemples. Le bulletin unique, on est d'accord. Oui, quand on est dans l'opposition, on est d'accord. Le ministre de l'Intérieur, il ne faut pas qu'il organise. Mais quand on est au pouvoir, c'est le contraire. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ça? Il faudrait quand même que, je crois que les sociologues nous expliquent ça au-delà. Fatou, je vous donne cette question après. Oui. D'accord. Oui, donc tout à l'heure, mon collègue parlait de PSE qui va peut-être être changé par quelqu'un d'autre qui viendra. Mais tout ça parce que, encore une fois, ça me permet d'aborder le problème du consensus. L'expérience a montré que chaque fois qu'il y a eu des règles, ou bien des organes, des institutions qui ont été mises en place sur la base du consensus, c'est des institutions, c'est des règles qui durent. Le code électoral de 92, on en parle jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'était un large consensus. L'ONEL, qui a été changé parce que simplement on voulait faire en sorte que ça soit pérenne, etc. Ça également, ça découle d'un consensus. Donc ça, c'est l'expérience qu'il a montré.
le PSE, c'était vraiment l'occasion d'une large discussion, parce que puisque ça doit aller au-delà de 2035, ça va forcément impacter, voilà. enjamber. On aurait dû vraiment discuter très largement. L'acte 3 également. Parce que ce n'est pas simplement le fait de recevoir comme ça donc, des politiciens qui peuvent permettre de dire qu'il y a eu discussion, qu'il y a eu consensus. Donc vous voyez, donc ça c'est important et c'est fondamental de mettre l'accent sur ce fait-là. Il n'y a pas toujours ce consensus sans lequel il n'y a pas, encore une fois, non seulement pérennité, mais également solidité des institutions et des organes. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que c'est les deux en réalité. La crise des valeurs. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui. Tout système repose sur un ensemble, sur un substrat. Mais le modèle que nous avons est en porte-à-faux avec les valeurs qui sous-tendaient nos modèles de gouvernance traditionnels. On a parlé de gouvernance. Moussa, on a été ensemble à ENDA, à CISPRO. La question de l'économie, de l'extraversion de l'économie a toujours été comme ça. J'aimerais pas, à l'époque aussi, l'économie était tirée par la pêche, par le tourisme, c'était ça. Donc les taux de croissance ne servaient à rien aux populations. Mais on attire l'attention sur une situation actuelle de Mamadou Lamine Diallo, qui est comparatif à la situation de la fin des années 70. Il y a eu beaucoup de crédits qui ont été injectés dans le système. Mais on ne l'a pas mis dans le secteur économique. C'est-à-dire qu'on a créé pas mal de sociétés nationales qui ont été des espaces de détournement. Aujourd'hui aussi, cette manne financière qui arrive au Sénégal, où est-ce que ça va être investi? Si ça ne va pas dans le secteur créateur de richesse, absolument, évidemment, on se retrouvera tôt ou tard face à une possibilité encore de réajustement ou d'ajustement structurel. Parce qu'on ne parle que des milliards. Sous Wade, on a commencé à entendre des milliards, mais je crois qu'aujourd'hui, on vole avec les milliards. Alors, la question pour nous que nous nous posons en termes de gouvernance, du leadership de celui qui a la responsabilité de conduire les destinées de la nation, tout à l'heure il l'a dit, pendant que le Sénégal dit que maintenant il fait la gestion axée sur les résultats, nous sommes partis sur des principes extrêmement intéressants. Moi, j'aime bien le PSE. Pourquoi? Parce qu'on nous sort des programmes triennaux pour qu'on se projette sur le long terme et sur la durée. Et on ne peut pas bâtir un pays si on n'a pas une vision sur le long terme. Je parle des principes, mais de toute façon, le PSE, je trouve ça au Gabon, je le trouve aussi à RDC. Donc les institutions internationales ont décidé que désormais, on ne va plus faire des programmes de court terme, on va faire des programmes de long terme. Le successeur qui viendra aussi va se ranger dans cette logique, il ne retournera pas. Mais la question importante pour nous, parce que le Sénégal a accepté d'entrer dans les programmes de gestion axés sur les résultats, le chef de l'État ne pourra être réélu que par ses résultats. Donc le résultat, c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Tout à l'heure, je disais que j'ai des chiffres qui sont assez étonnants, parce que nous avons fait les indicateurs en zéro de la parité 2012, et nous venons de terminer celui de 2017. Et nous avons, tout en regardant de manière longitudinale toutes les évolutions possibles, il y a des avancées extraordinaires sur la mortalité des enfants, etc. Mais sur les conditions de vie, j'ai là les chiffres sur l'utilisation du gaz et du charbon. L'utilisation du gaz diminue dans les zones urbaines. Les ménages ont plus recours au bois de chauffe et au charbon. Or, pendant qu'on nous parle d'avancée et de progrès, c'est entre les indicateurs de 2006 et celui de 2013 de l'ANSD. Alors là, peut-être que les ménages n'ont pas les moyens d'acheter, d'avoir accès à cela. Donc il y a une proportion importante de ménages urbains à Dakar qui utilisent de moins en moins le gaz et qui ont davantage recours au bois, etc. Or, nous sommes dans un pays, comme je disais, avec la désertification, on a connu sur 30 ans, 17 ans de sécheresse, donc qui continue à nous plomber l'aile. Nous aurons à avoir des pluviométries beaucoup plus encore. On parle même de muraille verte. Voilà. Donc, oui, voilà. Mais comment pourrons-nous avoir des leaders politiques capables de se projeter sur le futur et d'anticiper tout cela? C'est-à-dire même la question des institutions, le modèle de l'administration publique, tout ça, c'est tirer des leçons, pour moi, aujourd'hui, c'est tirer des leçons du passé en me disant, je revois les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vois les mêmes choses entre les années 70, les années 80 et aujourd'hui, parce que les gens fonctionnent selon la logique de la prochaine élection. C'est ce que nous disions avec l'histoire de la CEDEAO. En disant le Maroc, le souverain marocain a la chance, lui,
de ne pas être face à une prochaine échéance, alors que les présidents des pays africains pensent à leur prochaine élection. Donc, ils ne vont pas réfléchir sur le long terme. Or, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de ne pas nous retourner sur le passé. C'est de ne pas dire à chaque fois « Ah, Abdoulaye Wade avait fait ceci et les gens d'Abdoulaye Duron, Abdou Diouf l'avaient fait ». Ce n'est plus notre problème. Notre problème, c'est de voir le futur. Où est-ce que nous voulons mettre les pieds et comment nous devons y aller. Tant que les Sénégalais ne seront pas capables, les acteurs politiques ne seront pas capables d'aller vers cette logique-là, parce qu'il ne s'agit pas de dire « je vais mettre le taux d'éducation ». Ce n'est pas mon problème, le taux d'éducation. C'est quelle qualité d'éducation? Ce n'est pas mon problème, l'alphabétisation. Nous avons alphabétisé les Sénégalais depuis 1960. C'est vrai qu'en 1960, il n'y avait que 3% de femmes alphabétisées. Aujourd'hui, il y a 37%. Mais c'est extrêmement lent. Je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas dû nous alphabétiser avec le caractère arabe, qui aurait davantage motivé les personnes et leur donner d'autres possibilités que ce caractère latin? Donc, ce sont des réflexions. Je ne dis pas que j'ai raison. Je dis simplement... Mais il faut ouvrir ces réflexions. C'est pourquoi je dis qu'il nous faut réfléchir sur quel est le futur que nous voulons. Et c'est seulement en ce moment-là que nous saurons comment y aller. Mais ce n'est pas en restant dans des débats de ras de pâquerettes, en nous comparant à l'ancien président. Oui, nous, parce que tout le débat aujourd'hui, pour nous, est tourné vers le futur. Vous ne pouvez pas construire, Ken Wilber le dit, vous ne pouvez pas construire le futur en partant du passé. Par contre, le présent se construit aujourd'hui. Le futur se construit aujourd'hui. Donc, or, tous les débats politiques, c'est les comparaisons entre les différents régimes. Ah oui, nous le faisons parce que les autres l'ont fait avant nous. Mais ce n'est pas... Et je pense que tout le monde a raté les coches. Aujourd'hui, les Sénégalais ont suffisamment de ressources humaines, de capacités, et je le souhaite pour les prochaines élections, que les débats soit à un certain niveau. Rentrent dans cette logique. Ça c'est important. Donc, mais pour qu'il y ait débat, il faut désamorcer cette tension politique ambiante. Et on a senti que le président de la République n'a pas touché un mot par rapport à ça. Est-ce qu'on va vers une présidentielle qui risque d'être très compliquée pour le Sénégal? Oui, je crois. Ça, c'est ma conviction. Parce qu'encore une fois, on a créé toutes les conditions pour qu'il y ait tension politique. Parce que cette tension politique inhibe en réalité tout ce qui est développement. Absolument. Et je le disais tout à l'heure, donc l'absence de consensus, quand on met en place des règles, quand on met en place des organes, des institutions, ça, c'est ouvrir vraiment le lit à des contestations et donc des tensions. On va vers le parrainage. Vous voyez déjà comment les positions sont divergentes. Qu'est-ce que vous pensez du parrainage? Sur le principe, position personnelle, je ne suis pas contre le parrainage, moi, personnellement. Mais il y a des problèmes par rapport au seuil. 1%, pour moi, c'est une manière d'éliminer. Je me demande si, finalement, quelqu'un va être devant le président de la République. Je suis très sérieux quand je le dis, hein, parce que c'est pas simple. Hein. Autant avoir 1%, c'est facile, mais avoir 2000 dans 7 régions différentes, avec surtout ces éléments qu'on a introduits, à savoir qu'un électeur ne peut pas parrainer qu'un seul candidat, je vous assure, il y a des risques. C'est pour cela que l'opposition pense que c'est une stratégie pour éliminer les adversaires. Moi je parle de principe, je suis d'accord sur le principe. Maintenant, les modalités tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faudra discuter. Il y a énormément de risques. Vous savez, oui, le ministre de la Justice a proposé la mise en place d'une commission nationale, parce qu'on a tout de suite vu les difficultés par rapport au Conseil constitutionnel. Vous savez, les gens pensent que c'est le Conseil constitutionnel qui arrête, parce que c'est le Conseil qui arrête et publie. Mais est-ce que le Conseil dispose de moyens pour contrôler? Parce que moi, je sais que pour les 10 000, ce n'est pas le Conseil qui contrôlait, mais c'était envoyé au ministère de l'Intérieur pour le décompte, vous voyez déjà. Et ça, c'était pour 10 000. Et regardez déjà ce que ça a créé comme contestation quand on a éliminé des candidats. Maintenant, s'il faut faire le décompte de 65 000, 60 000, avec le même dispositif, sans cette commission-là, ça va poser problème. D'autant que, je répète encore une fois, ce n'est pas accepté par tout le monde. Il y a une bonne part de l'opposition qui n'a pas participé. Ensuite, même ceux qui ont participé avaient des 0,5 et le président a dit 1%. Donc, vous voyez, donc, il faut, pour moi, pour éviter, franchement, parce que c'est ça le problème. On peut penser que le ministre de l'Intérieur ne peut pas faire gagner une élection. Mais si c'est la condition pour qu'il y ait apaisement, moi j'ai dit pourquoi ne pas le faire? C'est simplement pour apaiser. Voilà, d'autant que les autres l'ont fait. Pourquoi ne pas faire pour apaiser? Pourquoi non, c'est parce que tout le monde sait que s'il y a des difficultés, des problèmes pour frauder, c'est pas
pendant l'opération électorale. Non. Mais c'est peut-être des stratégies, comme ce qu'on a vu, la rétention de cartes, mais faire en sorte que les gens ne votent pas dans certaines localités, etc. Et ça, il appartient aux acteurs politiques d'être vigilants. Parce que pour moi, le problème par rapport au système électoral, c'est que les partis, on leur a donné les moyens d'être présents partout. Mais on se rend compte que les partis politiques ne sont pas présents. Il n'existe même pas des fois 300... Dans certaines commissions de distribution, etc. Donc ça pose problème. Maintenant, il faut être vigilant parce qu'encore une fois, ce que nous avons vu avec les élections législatives doivent nous amener à être beaucoup plus vigilants parce qu'on se rend compte que tout est possible. Mais ma conviction est que si les choses ne changent pas d'ici les élections, on va avoir beaucoup de tensions. Qu'est-ce qui explique que le président Macky Sall, depuis qu'il est là, il a du mal quand même à avoir un dialogue sincère, franc avec l'opposition, en toute honnêteté, qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait un climat de confiance de part et d'autre? Oui, je pense que c'est lié un peu à la méthode du président, peut-être. En tout cas, on voit une tendance à privilégier le rapport de force politique plutôt que le dialogue, plutôt que de bâtir des consensus forts, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Dieye, sur le code électoral consensuel, sur l'ONEL qui est devenu la Sénat, sur le conseil... sur le Haut Conseil de la radio-télévision, devenu Haut Conseil de l'audiovisuel, puis Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Sur toutes ces institutions-là, on a eu des consensus parce que les acteurs ont discuté et ont pu les mettre en place. Et c'est ce qui fait la solidité, la crédibilité et l'autorité de ces institutions-là qui ont été produites par consensus des acteurs. Mais j'ai l'impression que justement le président Sall, c'est peut-être une vision que les libéraux partagent. J'ai l'impression qu'ils mettent plus l'accent sur, ils veulent mettre plus l'accent sur le travail, sur l'action, sur les résultats. Or, on est un peu comme dans une sorte de pouvoir fort, comme si pour réaliser le développement, il faut que l'on institue un pouvoir qui soit autoritaire, qui soit un pouvoir fort. Certes, on a eu dans les années 1960 les thèses développementalistes avec les Samuel Huntington, les Lipset et autres, selon lesquelles il fallait, pour prendre en charge la construction nationale et le développement économique, que le pouvoir fût fort pour pouvoir justement transcender ces clivages ethniques, religieux, claniques et autres et imposer le progrès à la société, la modernisation. Mais je pense qu'aujourd'hui les choses ont beaucoup changé et qu'en réalité la conception que le pouvoir, que le régime actuel se fait du bilan est une conception essentiellement matérielle et matérialiste. Souvenez-vous, lors de son message de Nouvel An, le président avait fait la distinction entre le temps de la parole, le temps de l'action et le temps du résultat. Il revient encore en parlant de temps de travail et de temps de l'action, mais on oublie que l'action, le travail, le résultat, ce n'est possible que si les règles minimales qui assurent la stabilité et la paix sociale sont réunies. Absolument. Et si on est dans une logique de déconstruction de ces règles-là, on ne peut pas avoir les objectifs de développement. Encore que le Sénégal aujourd'hui, en 2018, est très en avance. L'évolution de la société, l'évolution démocratique de la société est très en avance sur l'architecture juridique. Même sur les acteurs politiques. Et sur les acteurs politiques. Sur les acteurs qui ne comprennent pas les enjeux. Non seulement sur l'architecture institutionnelle et juridique, mais également, comme vous dites, sur les acteurs politiques. Donc, si on continue dans cette logique, on n'est pas à l'abri d'une crise politique. Parce que c'est la population qui va exiger que l'on puisse respecter ses droits, que l'on puisse respecter ses libertés, comme ce qui est arrivé le 23 juin, etc. Les conséquences de ce bouillonnement politique sur l'économie? Évidemment, on voit déjà avec tous ces mouvements de grève ce que ça fait. Ça impacte. L'impact que cela a dans l'éducation, la santé et évidemment dans les entreprises. Et nous sommes dans une période très sensible. D'ici les 10 prochains mois, avec cette tension politique, c'est sûr que la déstabilisation de l'économie du Sénégal risque de s'aggraver. Et d'ailleurs, si vous permettez, je vais juste parler de ce qu'Ablaye Bathily a dit pendant le week-end, quand il a dit que le pays est en danger. La situation est dangereuse. Parce qu'il y a la drogue, le blanchiment d'argent, qui sont en train de miner notre société.
Et il a fait allusion à des gens tapis au sein du pouvoir qui sont plus ou moins mêlés à ce genre de trafic. De trafic. Oui. Alors, vous savez, aujourd'hui, avec la déstabilisation du Sahel, parce que quand même, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, hein, la déstabilisation du Sahel avec le terrorisme. Et si cette tension politique vers les élections présidentielles n'est pas apaisée, c'est sûr que la société sénégalaise risque d'être déstabilisée à un niveau insoupçonné. Et cela va avoir des répercussions sur notre économie. Sur le plan économique. Sur notre développement. Parce que d'abord, la sécurité, sur notre développement, on ne peut pas quantifier, certes. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme on dit, hein, le capital, il a peur de la déstabilisation, il a peur de... Le capital a besoin de sécurité, de stabilité. Et dès l'instant où il y a instabilité politique, évidemment, la fuite des capitaux risque de s'aggraver. Déjà que cette fuite des capitaux, c'est une réalité, mais si les tensions politiques s'exacerbent, ben, cette fuite des capitaux va s'aggraver. Et ce seront donc des pertes pour le pays. Si vous permettez, je reviens sur ce que Fatou Sarr disait tout à l'heure. D'ailleurs, ce sera notre dernière intervention. Sur les visions. Les visions. Vous savez, il y a 3 ans, au CODESRIA, l'Assemblée générale du CODESRIA était basée sur le thème « L'Afrique que nous voulons ». L'Afrique que nous voulons, c'est-à-dire sur les visions, comment bâtir une autre Afrique, qui soit une Afrique de rupture par rapport à celle héritée de la colonisation et par rapport à celle que les institutions de Bretton Woods dont a parlé Fatou Sarr, celle que l'Union européenne, que les États-Unis, la France et ainsi de suite, veulent bâtir à la place des Africains. C'est-à-dire notre propre vision de l'avenir. Mais cela existe. Mais le problème des leaders africains, c'est qu'ils font plus confiance à leurs conseillers venus de Paris, de Bruxelles, de Washington, plutôt qu'à l'expertise qui est là. Qui est là. Le CODESRIA, que Fatou connaît très bien, regorge non seulement d'expertise, mais également de matériel, de documents sur tous les aspects de la vie économique et sociale, sur le plan politique, sur le plan de l'éducation, scientifique, etc. Mais malheureusement, les chefs d'État africains préfèrent leur sorcier blanc. Comme on dit, leur sorcier blanc. Voilà, leur sorcier blanc. Comme on dit ça dans le monde du football. Voilà. Alors, Fatou, ce serait notre dernière intervention par rapport à ça. Alors, comment faire pour un dialogue sincère et franc entre les acteurs politiques pour l'intérêt supérieur du Sénégal? Mais avant le dialogue, il y a le problème du renouvellement des classes et des élites. Pendant qu'on a une gérontocratie au niveau politique, en dehors du président Macky Sall, il y a... D'ailleurs, c'est le paradoxe, hein, parce que les gens disent que Wade, plus âgé, était plus jeune que le président Macky Sall, qui est plus jeune, mais qui s'entoure d'une certaine gérontocratie. Au niveau de l'élite religieuse, nous assistons à un renouvellement de l'élite religieuse. Absolument. Il y a toute une classe maraboutique qui est partie et qui étaient les facteurs stabilisants. Est-ce que la nouvelle élite maraboutique actuelle est capable d'assumer le rôle que ceux qui sont partis étaient capables de faire? Mais en même temps, il y a une jeunesse qui est tout à fait en porte-à-faux avec la classe dirigeante, et c'est de là que vient le danger. Parce qu'elle n'a plus de repères, ni contrôlée par les classes maraboutiques, ni contrôlée par la famille, parce que la famille est en déliquescence. C'est pourquoi partout, sur tous les plateaux, je dis il faut qu'on revienne à une politique familiale. Donc, face à cet ensemble-là, les risques sont, pour nous, en tout cas dans l'analyse sociologique, tous les risques de déconfiture sont entre nos mains. D'où l'enjeu, effectivement, de renouer avec le dialogue, c'est-à-dire qui est la classe politique aujourd'hui. Chacun se lève, fabrique son parti, le crée et dit « je fais partie du jeu ». Donc aujourd'hui, tout le monde fait partie du jeu. Et on n'a pas pu anticiper l'évolution aussi de la classe maraboutique avec ses démembrements. Parce qu'à partir du moment où le centralisme démocratique qui existait dans la classe maraboutique, aujourd'hui, il y a des pouvoirs horizontaux et non plus verticaux, il y a un éparpillement des foyers de prise de décision.
Et le politique qui joue sur le clientélisme ne pourra pas continuer à assouvir cette clientèle. Parce que le démembrement maraboutique, s'il faut amener la mallette dans chaque famille, ce n'est plus possible aujourd'hui. Et c'est là où il y a le danger que l'argent que le Sénégal emprunte n'aille dans des investissements futiles, non pas rentables, et qui risquent de nous mener dans la situation de la fin des années 79, début des années 80. Maintenant, c'est le sursaut, à mon avis. Or, ce sursaut-là ne viendra pas de la classe politique traditionnelle, je ne le crois pas. Et je crois que tous ces acteurs politiques nouveaux qui sont en train de venir sur le marché doivent être là pour dire non. Parce que je crois que c'est un ensemble d'acteurs. On ne peut plus continuer à être des observateurs silencieux et distants de ce qui est en train de se passer, parce que ce sont nos destins qui sont en train de se jouer. Et je crois que c'est la présence d'acteurs conscients et responsables qui forceront la classe politique traditionnelle à revenir à la raison. Ce n'est que le rapport de force qui permettra, à mon avis, de revenir sur d'autres tables de négociation. Sinon, cela ne se fera pas, on continuera à rebelote exactement la même chose et le même cycle vont revenir. Je ne sais pas si c'est des cycles courts ou des cycles longs de contact selon les économistes ou pas. Bon, de toute façon, il n'y a plus de cycles longs pour les politiques, ce sera toujours des cycles courts parce que c'est toujours deux mandats. C'est, à mon avis, le sens de responsabilité. Quel est le leadership qui va émerger aujourd'hui? C'est l'impasse. C'est l'impasse. Je dis que le jeu n'est absolument pas clair pour moi. Et c'est plutôt l'angoisse et l'inquiétude de voir tous ces jeunes qui vont déferler des banlieues, qui vont déferler d'un peu partout, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi, ils n'arrivent pas à manger à leur faim, ils n'arrivent même pas à se marier aujourd'hui. C'est-à-dire la question de la... Au même moment, on voit que la politique permet l'ascension très rapide de certaines personnes, voilà, l'ascension sociale très rapide. C'est pourquoi la gouvernance, quand on parle de régime fort, moi je suis d'accord pour les régimes forts, mais dans la justice et l'équité. C'est ça qui permet de... Donc on a besoin de régimes forts. Quand je dis régime fort, que les gens respectent les règles de justice, que les gens respectent la circulation, qu'on est face à cette anarchie au niveau de Dakar, dans la forme de gestion, dans tous les systèmes, dans l'administration, c'est en déliquescence, tout est en déliquescence. Et fortement politisé d'ailleurs. Voilà, et pendant ce temps-là, il y a un effort. C'est comme s'il y a un bicéphalisme. Le discours d'un chef de l'État, les ambitions d'un chef d'État qui tous les jours nous martèlent que moi je vais travailler, et Dieu sait qu'il travaille, parce que moi je dis PUDC, parce que j'ai eu à l'évaluer pour le plus. Il y a des choses intéressantes qui se font. Pour moi, il y a des choses intéressantes qui se font, qu'on amène les gens de la périphérie. Mais ce n'est pas par les infrastructures que les choses vont se régler. C'est dans la justice et l'équité, de la gestion des moyens dont dispose notre pays, c'est là où le bas blesse, parce qu'il y a une inégalité sociale criarde qui est en train de se creuser au niveau et qui devient insupportable. Il suffit d'écouter les populations à la base. Malheureusement, un chef d'État parfois arrive un moment où il est emmuré dans un tour d'ivoire avec des personnes qui ne vont pas lui raconter la vérité. Parce qu'Abdoulaye Wade, on lui a menti sur la production au moment où il est allé acheter toutes les machines parce qu'on lui disait qu'on a fait tant de maïs, tant de bissap, etc. Et c'était absolument faux. Donc un chef d'État doit trouver les mécanismes et les moyens d'avoir de bonnes informations, d'entrer en contact avec le peuple directement pour savoir où est-ce qu'il va mettre les pieds. Merci beaucoup Fatou Sow Sarr. Ça, c'était l'analyse pointue de notre sociologue qui en même temps dirige le reportage genre et recherche scientifique. Merci beaucoup professeur Abdoulaye Dieye. C'est toujours un plaisir de partager un plateau avec vous. Docteur Maurice Soudieck-Dione, qui est enseignant-chercheur en sciences politiques. Moussa Dembélé, économiste-chercheur, qui dirige aussi Arcade. Voilà le plateau que nous avons eu l'immense plaisir de vous présenter pour ce discours à la nation du président de la République. Il y aura aussi un autre débat sur le PSE avec le mouvement qui va se lancer bientôt, Sénégal demain, et vous pouvez suivre ça sur nos antennes. D'ici là, je vous demande de passer d'agréables moments avec votre chaîne de télévision, la 2STV.